guerre contre le terrorisme. Je vais parler d'Al-Qaïda de manière générale, du Yémen tout en particulier, ainsi que du rapport de le rapport avec l'Iran et Ali Abdallah Saleh, l'importance aussi de cette relation par rapport à Abdallah Saleh. J'ai parlé donc des menaces que pose Al-Qaïda au Yémen, ainsi que la coopération entre Qaïda et Daesh et les autres extrémismes. Je ne vais pas m'approfondir sur le plan historique, mais je vais me focaliser sur le côté stratégique en rapport avec également la... C'est peut-être quelque chose qui... un nouveau discours par rapport est conservatrice au Yémen et l'une des plus hospitalières par rapport aux préceptes de l'islam dans la péninsule arabique. Eh bien, le Yémen et la distance et l'espace où tous les confessions musulmanes sont représentées. La société yéménite porte un profond héritage des valeurs et une diversité géographique et stratégique ancienne et moderne. Les principaux caractéristiques de cet espace géographique sont en fait le conservatisme et ainsi qui sont des fondements de pensée pour toute société. Et c'est notre société donc regarde le conservatisme comme étant quelque chose d'accompli. Depuis 1991, depuis l'unification du Yémen jusqu'à présent, le Yémen est exposé à un certain nombre d'opérations terroristes extrémistes perpétrées par des organisations comme Al-Qaïda. La diversité de ces opérations font en sorte qu'elles ont pris plusieurs formes, elles sont devenues de plus en plus dangereuses, ce qui a eu des répercussions négatives sur le Yémen, la société actuelle et les pays de la région de manière générale. Nul doute qu'il y a plusieurs facteurs qui ont abouti à cet extrémisme. À titre d'exemple, les mauvaises conditions laissées par l'ancien régime Abdallah Saleh par rapport aux citoyens yéménites et qui prennent plusieurs formes. La pauvreté, la faim, la négligence par le gouvernement de l'éducation et des services primaires, le chômage. Et on constate qu'il y a un fossé qui s'accroît entre la minorité qui contrôle les richesses, comme l'a dit le docteur Jamal, et qui possède 95% des richesses, et l'autre partie, les pauvres. Le Yéménite a passé d'une situation d'État à une situation de non-État. Donc la pauvreté est devenue un facteur qui permet d'exploiter les citoyens. Le chômage est arrivé à plus de 50% de la population. Et cela, c'était avant les révolutions arabes. Abou Mus'ab al-Souri, un dirigeant de Al-Qaïda, a parlé de l'importance du Yémen puisqu'il y a 80% de la population yéménite qui vit une situation de pauvreté extrême et dont on doit le débarrasser par le djihad. Regardez cette tranche de la population comme étant une partie de l'organisation Al-Qaïda à l'avenir. Ce qui se passe à Al-Hadaïda et d'autres provinces, la pauvreté, les catastrophes humanitaires, sont une réflexion d'un plan d'Abdallah Saleh et des Houthis qui traitent d'une manière inhumaine la population. L'instabilité du Yémen, les bouleversements politiques
et le changement délibéré des cartes politiques, le rôle d'Aden et le changement qui s'opère font en sorte que le conflit politique s'est transformé en conflit de guerre civile en 1994. Saleh n'a pas traité les conséquences de la guerre et n'a pas rassemblé le peuple sous le drapeau de l'unité nationale, mais il a été autoritaire, il a violé les constitutions et les législations. Ce sont les principaux caractéristiques sur lesquelles l'organisation Al-Qaïda et Ben Laden s'est reposée pour transporter le commandement d'Afghanistan au sud du Yémen dans les années 90, au cours du XXe siècle. Donc, le Yémen est un pays montagneux, ce qui fait que c'est un protecteur naturel pour les djihadistes dans leurs opérations terroristes. Les frontières sont ouvertes, les montagnes et les déserts permettent aussi d'aboutir à tous les autres pays du Golfe, l'Arabie saoudite, le Qatar, Oman et Koweït. Sur le plan économique, le Sud possède 75% de l'économie du Yémen. Le détroit de Bab el-Mandeb, qui est passerelle entre l'Est et l'Ouest, et le canal de Suez, et par lequel passe la plupart du commerce international, particulièrement les pétroliers du CCG. Et donc tout cela est un terreau fertile pour Al-Qaïda. Si Al-Qaïda arrive à s'étendre dans le sud de la péninsule arabique, et Al-Qaïda passera ainsi à un état d'autosuffisance, comme le fait Al-Daesh. L'Iran, Al-Qaïda, Saleh et les Houthis veulent contrôler Bab el-Mandeb et cela aura une influence sur l'Europe et sur le monde en général, particulièrement pour le pétrole et le gaz. Quant au rapport de l'organisation Al-Qaïda avec l'Iran, eh bien, c'est un rapport, parfois, pense qu'elle est stratégique et profonde, parfois, et d'autres pensent que c'est tactique. Cependant, on voit bien qu'il y a une rencontre d'intérêts entre les deux parties dans plus d'un cercle. Et chaque partie essaye de réaliser ses intérêts d'une manière pragmatique. Et sans l'Iran, Al-Qaïda n'aurait pas existé de plus de 20 ans en dépit des frappes intensives américaines et des guerres déclenchées contre cette organisation après le 11 septembre. Le dénominateur commun est une passerelle qui leur permet de saper les fondements de la sécurité et d'avoir une influence sur les institutions gouvernementales, comme cela se produit au Yémen, car les opérations Al-Qaïda ont un effet très néfaste dans l'intérêt de l'Iran. Nous savons aussi que le rapport d'Al-Saleh avec l'organisation Al-Qaïda a passé par plusieurs étapes, le soutien, la restriction, la confrontation, etc. Et ces étapes ont été influencées par un certain nombre de facteurs au cours du précédent siècle et de ce siècle. Entre 1990 et 1994, a exploité ceux qui sont retournés d'Afghanistan comme étant une carte très forte pour régler ses affaires avec le Parti socialiste. Et il a également exploité leur aversion idéologique contre le Parti socialiste. Cela a été conforté par un certain nombre d'organisations internationales qui a analysé les rapports entre Al-Qaïda et le régime d'alors. Et ainsi, nous avons vu l'établissement à l'époque d'un dialogue avec ces partis. Et il y a eu également il a également fait sortir un certain nombre d'éléments qui se sont établis en Arabie saoudite. Qu'est-ce qu'on voit? Un paysage yéménite de plus en plus compliqué et c'était une pression contre la communauté internationale. Salah al-Qaïda et l'Iran ont un ennemi commun, l'Arabie saoudite, les Émirats, les pays du CCG, les États-Unis et un certain nombre d'autres pays.
Les commandements de la nouvelle génération d'Al-Qaïda et des organisations terroristes maîtrisent moins la planification que la génération précédente. Mais ils sont beaucoup plus féroces. La génération est plus féroce, notamment dans l'exécution des opérations. Je ne parle pas simplement d'Al-Qaïda au Yémen, mais en Algérie, en Libye, en Tunisie, au Maroc. Et cette organisation a également établi des cellules féminines qui se sont transformées en cellules de soutien, en cellules combattantes, comme ce qui se passe en Libye, en Tunisie. Et donc, l'élément féminin est devenu partie intégrante des éléments terroristes. L'alliance des groupements terroristes sous le drapeau d'Al-Bay'a, ou l'intégration, comme cela s'est fait en Tunisie, en appelant en organisant un État qui dépasse l'Irak et la Syrie, est une étape qui devient de plus en plus compliquée, notamment lorsqu'on parle d'un changement dans la méthodologie et suivi. Al-Qaïda, d'une manière générale, cible les militaires et les symboles de l'État sans guerre d'usure, en travaillant d'une manière organisée, en essayant d'éviter les pertes, même si cela va durer longtemps. Et ils ont toujours des rapports avec les commandements locaux. Alors que Al-Daesh travaille d'une manière décentralisée et vise l'expansion. Donc le soutien et l'allégeance à d'autres groupes ou à des princes fait en fait, comme le dit Abou Bakr, en sorte que la férocité, c'est l'étape qui va aboutir par l'établissement d'un émirat à construire un État islamique. Et ainsi, les djihadistes ne doivent pas avoir peur de la férocité, mais au contraire l'intensifier. Également, il vise à mettre la main sur toutes les richesses de l'État en les pillant. Et également, il exerce l'esclavage, l'enlèvement des êtres humains. Le plan terroriste va se poursuivre et ne va pas s'arrêter. Tout le monde est ciblé. Le gouvernement, les forces de la coalition. Nous sommes face à des groupes, à des organisations qui s'alimentent par la férocité et ne vont pas permettre l'établissement d'un émirat d'Al-Qaïda au sud du Yémen. Mais cela n'empêche pas de dire que le danger est toujours présent et va toujours renaître de ses cendres. L'expansion des djihadistes au Yémen nécessite des institutions gouvernementales pour leur faire face, il faut des institutions gouvernementales. Et ce qui se passe au Yémen ne va pas rester à l'intérieur du Yémen, mais va s'étendre à d'autres pays. Donc, ces dangers vont s'accroître jour après jour. C'est pourquoi il faut poursuivre nos efforts pour développer les capacités humaines, particulièrement en ce qui concerne les guerres de 4e génération et la lutte contre le terrorisme. Les pays du monde doivent se coordonner pour faire face aux menaces de la terroriste. Comme cela se passe chez nous, donc avec la coopération de l'Arabie saoudite et des Émirats et des pays du CCG qui nous soutiennent contre l'intervention iranienne en coopération avec Saleh el-Houthi. Il faut mettre également une limite à la rhétorique takfiri qui se propage chez nous. Aux Émirats arabes unis, nous avons la loi numéro 2 de 2015 qui vise à lutter contre la discrimination et la haine et qui criminalise les actes perpétrés contre donc l'expression, la liberté d'expression. La loi criminalise tout ce qui affecte les religions ou
les lieux saints, et la sanctité de la religion. Également, notre société dans les Émirats, avec toutes ces nationalités, refuse l'extrémisme religieux. Nous voulons vivre ensemble sous une même ombrelle, tout en préservant la sécurité de notre pays. Les Émirats coopèrent avec les autres pays donc informant également en lançant des campagnes d'information pour prévenir et pour alerter contre ces organismes. Nous avons également une institution de recherche à Abu Dhabi pour lutter contre l'extrémisme sous toutes ses formes à travers des activités de dialogue, le transfert des connaissances, les recherches et le développement. Également, nous exploitons les réseaux sociaux à travers l'Internet. Nous avons établi un centre pour réformer les pensées déviantes et pour permettre d'entendre les voix modérées qui, dans le cadre des efforts de l'État pour combattre Daesh et qui œuvrent à la mobilisation des jeunes. Nous avons également établi l'Académie de Rabdan pour développer les commandements du futur pour faire face aux urgences et à la gestion des crises. Nous nous fondons sur une méthodologie scientifique afin d'organiser une intervention nationale lorsque la situation se présente et dans le but de renforcer les capacités de l'État. Nous avons établi également le Conseil des sages musulmans en juillet 2014, dont le centre est à Abu Dhabi, pour propager la paix dans les sociétés musulmanes et pour consolider les valeurs de tolérance de l'islam, loin de l'isolationnisme, loin de l'extrémisme, en rassemblant les notables et les religieux musulmans qui portent la voix de la modération et de la paix. Maintenant, nous avons notre expert militaire, Brahim Al-Marahi. Nous lui donnons la parole. Bonjour. Il est opportun, alors qu'on est à Paris, en France, que je prenne la parole en langue française. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui afin de mettre en lumière les règles du conflit armé au Yémen. Mais avant cela, je voudrais insister sur une question primordiale. La guerre au Yémen oppose un mouvement rebelle putschiste d'un côté et le peuple yéménite et l'armée nationale soutenue par la coalition arabe et islamique de l'autre. Ainsi, il est important de savoir que la mission accomplie par la coalition est une mission de soutien à l'armée nationale yéménite. Les médias pro-coup d'État ont tenté de falsifier la réalité en fabriquant un mensonge historique selon lequel la coalition mènerait une guerre contre les Yéménites, ce qui est faux. Les règles de conflit armé, quelles sont? Il s'agit de l'ensemble des principes respectés par les forces armées d'un pays ou d'une coalition dans le cadre d'une confrontation militaire, de conflits armés et des opérations militaires armées, ainsi que dans le cadre des missions internationales de maintien de la paix. Ces règles comprennent les ordres militaires émis par les autorités au sujet de comportements adoptés face à la partie adverse quand il s'agit de la violation des frontières de l'espace aérien. Elles comprennent également les règles définies par les droits internationaux humanitaires et qui réagissent les situations de guerre et de conflits armés et les responsabilités du parti mandaté. Plus important encore, ces règles assurent la sécurité des civils, la protection des femmes et des enfants
et prennent en compte le droit des détenus de sorte à les protéger au cours des opérations de combat. L'OTAN définit ainsi les règles de conflit armé, directives émises par une partie militaire officielle au sujet des conditions et des limites autorisant ces forces armées à entamer un conflit ou à le poursuivre. Ainsi, les règles de conflit armé sont considérées comme un outil permettant aux dirigeants politiques de s'assurer du respect par les forces militaires et leurs différents corps des instructions spécifiques à une opération militaire particulière. Quelles sont les références des règles de conflit armé définies par l'armée nationale yéménite et les forces de la coalition au Yémen? Au moment d'élaborer les règles de conflit armé au Yémen, la coalition avait à l'esprit des références importantes, à savoir, premièrement, le Saint-Coran. Deuxièmement, la tradition prophétique. Troisièmement, les premières règles de conflit armé mentionnées dans l'histoire de l'islam remontent à 632. Ces règles sont énoncées par le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq, qui a transmis à l'armée et à son chef Osama ibn Zayd radiyallahu anhu la recommandation célébrée du prophète composée de 10 commandements. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les règles de conflit armé et les déterminants humanitaires. Quels sont? Ne trahissez pas, ne payez pas, ne tuez ni enfants, ni femmes, ni vieillards, ni homme de religion reclus dans son église ou sa synagogue, n'abattez ni palmiers, ni arbres, et ne tuez pas les animaux sauf pour les besoins alimentaires. Ne détruisez pas les constructions. Quatrièmement, la 4e Convention de Genève de 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Cinquièmement, Convention de Genève de 12 août 1949 relative au traitement de prisonniers de guerre. Sixièmement, Protocole de protection des enfants de 1989. Septièmement, Convention de La Haye au sujet de la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son protocole pour l'année 1954 et Convention sur le patrimoine mondial de l'UNESCO de l'année 1972. Les règles de conflit armé adoptées par les pays de l'Alliance arabe et islamique comprennent les lignes directrices sur les spécificités d'une opération donnée, dictées par les règles militaires et les considérations politiques, et permettant aux dirigeants de la coalition politique d'utiliser la force en fonction des besoins de la situation, en partant travailler pour contrôler le cours de la crise et arrêter l'escalade. Il s'agit d'un document juridique important stipulant les instructions, les ordres et les procédures en cas de conflit armé ou en réponse à une attaque hostile. Ces règles constituent un armement juridique quand il s'agit d'employer la force pour résoudre un problème. Elles peuvent être utilisées par le comité d'enquête et les organisations internationales en cas de crime de guerre. Il convient de souligner que les règles de conflit armé ne sont pas des instructions rigides et permanentes. Elles supplient bien au contraire aux conditions des opérations militaires de sorte à fournir une réponse directe et adéquate à toute situation d'urgence en fonction des ordres des dirigeants militaires et après concertation avec les autorités concernées. Les dirigeants militaires du pays et de la coalition sont responsables de leurs forces armées en matière de respect des règles de conflit armé. Ils sont qui établissent les conditions, le volume des effectifs, le lieu et la durée de l'opération et son mode opératoire conformément aux 8 références citées avant. Ces références sont ensuite soumises à l'exécutif et aux responsables politiques pour leur adoption en tant que document officiel visant à réduire
le nombre de victimes militaires et civiles. Lors des missions de combat, ces règles ont donc un rôle important dans la régulation de l'opération militaire, ses objectifs et ses dimensions. La coalition a distribué les règles de conflit armé sur des cartes aux membres des forces de la coalition, en recommandant toutefois de se référer au commandement supérieur de la faction en cas de doute. Quelles sont les règles de conflit armé imposées aux forces de la coalition arabe et islamique au Yémen? Premièrement, interdiction absolue d'utiliser des missiles balistiques par les pays de la coalition en réponse aux attaques balistiques des insurgés yéménites, et c'est pour protéger les civils et préserver l'infrastructure. Je fais référence au lancement par les rebelles de 100 missiles balistiques sur le royaume d'Arabie Saoudite, y compris la Saint-Mecque, et sur la province de Ma'rib et Taïs depuis mars 2015. Il n'y a aucune riposte de la part de la coalition, premièrement. Deuxièmement, interroger la légitimité du projet militaire avant le début du conflit armé en se référant au commandement supérieur en cas de doute. Troisièmement, s'abstenir de diriger les frappes aériennes sur des objectifs militaires, même ceux dont la valeur est élevée, en cas de menace pour la vie et la sécurité des civils. Par exemple, la coalition s'est abstenue de cibler les dirigeants de coup d'État à plusieurs reprises sur la place de Al-Sab'in. Ne pas attaquer à tous qui sont rendus ou ont été blessés en dehors de la bataille ou pour cause de maladies ou de blessures. Ne pas cibler les civils, les hôpitaux, les mosquées, les institutions nationales, les monuments historiques et culturels et les zones habitées par la population civile, sauf si l'ennemi les utilise à des fins militaires. Ne pas s'attaquer aux infrastructures, aux biens commerciaux et sociaux, ni aux moyens de transport de l'autre partie. Utiliser la force à des fins d'autodéfense, tout en minimisant les dégâts autant que possible. Défendre les civils qui collaborent avec les organisations humanitaires internationales, comme le mouvement international de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge et les équipes d'assistance des Nations Unies. Est-ce qu'il y a un mécanisme d'ajustement des règles de conflit armé? Oui. Quelles sont? En réalité, les règles de conflit sont parfois sujettes à des dépassements involontaires, ce qui a mis les pays de la coalition face à de nombreux défis. Avant d'éviter ces erreurs et d'examiner le mécanisme établi pour les règles de conflit armé, les pays de la coalition arabe et islamique ont pris la courageuse décision de former un comité d'enquête. Ce comité d'autorégulation complètement indépendant de la direction de la coalition militaire constitue une grande première dans l'histoire militaire et humaine. Il a condamné plusieurs fois la coalition. Il a obligé à reconnaître ses erreurs, à présenter des excuses sincères aux familles des victimes et les indemniser financièrement. Ce comité est également permis à des organisations internationales actives dans les domaines humanitaires et de droits de l'homme d'examiner son propre fonctionnement et de participer de manière effective à la réalisation des missions humanitaires en toute transparence. Les pays membres de la coalition se félicitent du rôle du comité d'enquête qui prouve que ces pays sont intervenus au Yémen en faveur de la légitimité yéménite et en soutien du peuple yéménite pour la restauration de ses droits conformément à la résolution 2216 du Conseil de sécurité, grâce à un code déontologique et à des opérations militaires codifiées par des règles claires, précises et détaillées. Les pays de la coalition ont prouvé leur volonté de libérer le Yémen et de le reconstruire
balayant ainsi toutes les allégations mensongères. Malheureusement, de nombreux pays dans le monde se vantent de respecter les règles de conflit armé, mais en violant délibérément les règles sur le terrain. Géographiquement, la Syrie n'est pas loin, ce qui nous rappelle ce qui s'est passé à Khan Sheikhoun, où des enfants ont été exterminés au gaz chimique à la vue de tous. Cette utilisation de la force témoigne d'une tyrannie, d'une barbarie sans père. Il ne s'agit pas simplement d'une violation des règles de conflit armé, mais d'une norme morale et humanitaire. Il faut mettre l'accent sur la légitimité et l'importance des règles de conflit armé auxquelles les pays arabes et islamiques de la coalition Yémen se plient totalement, permettant ainsi à leurs troupes de ne pas dévier de leur mission et de préserver les droits de l'homme avant toute chose. Merci. شكرا جزيلا. الأخ العزيز العقيد إبراهيم المرعي على كلمته. والآن مع الأستاذ مصطفى الجبزي الدبلوماسي في السفارة الجمهورية اليمنية لدى فرنسا، وكلمة عن الطائفية في المشهد السياسي في اليمن. تتفضل. شكرا جزيلا سيد الرئيس. سأتحدث بالعربية. Je parlerai en arabe malgré le défi du colonel Marie, car j'avais déjà préparé mon papier en arabe. Depuis 2 ans, c'est la guerre au Yémen. Et quelle est la situation des communautés au Yémen? C'est ce dont je vais parler. Cette guerre n'est pas confessionnelle pour plusieurs raisons. C'est d'abord un conflit entre un gouvernement légitime, élu, et des groupes qui constituent une alliance entre les Houthis et l'ancien président, Abdallah Saleh. Et l'intervention de Saleh a enlevé le caractère confessionnel à cette guerre, car il appartient d'abord à sa tribu avant d'appartenir à son courant religieux. Et même si le mouvement Houthi est la composante religieuse essentielle ou principale dans cette guerre. Deuxièmement, le gouvernement yéménite s'est constitué dans un contexte démocratique sur la base d'appartenance partisane et non pas confessionnelle. Ceci signifie que ce n'est pas une guerre confessionnelle également. إلا أنه لا يمكن تجاهل البعد المذهبي في اليمن، وسنأتي على ذلك تفصيلا. Atteint l'ampleur d'une guerre confessionnelle. À travers l'histoire du pays, 2 courants essentiels se sont dessinés au sein de la société. Il y a également une minorité juive au Yémen qui s'est réduite progressivement et qui est sur le point de disparaître, notamment à cause de la répression des Houthis. Le dernier groupe de juifs yéménites a quitté le Yémen l'année dernière en direction d'Israël, emportant avec lui des trésors de patrimoine et de tradition. Le pays s'est divisé selon des lignes ou des critères géographiques, avec des sunnites qui se répartissent essentiellement dans les plaines et les zaïdis qui se logent essentiellement dans les hauteurs et dans les montagnes. Le XXe siècle a été le siècle de bouleversements géopolitiques importants au Yémen. Pendant une partie, le Yémen était sous domination ottomane et pendant une autre partie, il était sous domination britannique.
Et à la moitié du XXe siècle, la carte du Yémen était très divisée. Le nord du pays était sous la domination des imams et se basant sur le mouvement zaïdite, mais il n'était pas purement zaïdite malgré cela, car il était divisé entre le zaïdisme et le chafisme. On peut dire que la mémoire collective, à cause de l'oppression subie aux mains des imams, cette mémoire collective était pleine de souvenirs douloureux, mais la lutte entre les républicains et les monarchistes dans les années 60 était politique essentiellement, elle n'était pas confessionnelle. La jeune République a évité les conflits confessionnels à travers ses efforts législatifs. Sans oublier que les divergences de mouvements religieux étaient relativement limitées entre les différents courants musulmans. Malheureusement, les vents de la mondialisation au début des années 90 ont modifié la situation géopolitique au Yémen. Ceci a conduit à la réunification du pays en 1990 et ceci a réduit à néant les efforts des gouvernements précédents. Et une guerre civile, malheureusement, a commencé et a laissé des cicatrices indélébiles au sein de la société, ce qui a poussé à l'apparition de courants religieux radicaux. Et ainsi, on a pu voir pour la première fois des tensions confessionnelles dans le pays. À cause de tout cela, la polarisation confessionnelle a commencé à se répandre dans les années 80 et l'un des produits de cette polarisation a été l'apparition du mouvement Houthi, qui a commencé à mener une guerre contre le gouvernement depuis 2004. C'est un mouvement qui essaye de poser les choses en termes de territoire, territorialiser les aspects confessionnels. Mais bien sûr, les luttes ne sont pas uniquement des luttes territoriales, mais également politiques et religieuses. Et en 2012, après les printemps arabes yéménites, le groupe dont on attendait qu'elle devienne un parti politique pour ajouter un nouveau souffle à la scène politique du pays est devenu un groupe ou s'est révélé être un groupe religieux au-dessus de la politique. Et la question de la wilaya du faqih est devenue une question essentielle. Ce mouvement, au départ, a joui d'une certaine sympathie au sein de la société, car la société espérait être libérée d'un régime qui l'unissait. Mais par la suite, le groupe s'est révélé sous sa réelle nature. Et le groupe se présente désormais comme un antagoniste idéologique à Al-Qaïda. Après le coup d'État de 2014, le groupe a déclaré la guerre à Daesh, alors que personne n'avait encore entendu parler de Daesh dans le Yémen. C'est ainsi que tous les opposants sont devenus, selon les Houthis, des membres de Daesh. Et les Houthis, avec l'appui de l'ancien président déchu en 2012,
a pu prendre le contrôle des institutions de l'État et a pris le pouvoir dans la capitale et dans les différentes régions du pays. Et ils ont détruit et persécuté les habitants, notamment dans Taz, Baïda et Hadida. Mais ceci n'était qu'une des facettes de la violence de ce groupe, car la violence a atteint le manuel scolaire, les minarets des mosquées et les mosquées de façon générale. Voyons maintenant ce que cela représente comme risque. Ceci invoque et convoque des conflits du passé en essayant d'imprimer une empreinte confessionnelle au conflit actuel. Et ceci a également agité des démons identitaires qui remontent à très loin et parfois même à avant l'islam. Par ailleurs, l'entêtement des Houthis à mener une guerre contre les Yéménites a fourni au terrorisme un terreau fertile, ce qui a permis l'implantation de groupes radicalisés. Ceci complique la lutte contre le terrorisme, car on ne peut lutter contre le terrorisme sans un mouvement contraire et sans un mandat du peuple. Troisièmement, l'espace public à Sanaa a été atteint. Dans cette capitale en particulier, car c'est la capitale de tous les habitants du Yémen. Et c'est un centre administratif et culturel ouvert qui est devenu un espace plein de violence et de haine. Et la ville de Sanaa, la vieille ville de Sanaa, a été déformée. La vie publique est paralysée et les habitants des villes ne peuvent plus suivre la chose publique et ne peuvent plus revendiquer leurs droits. Et lors des fêtes religieuses, on n'entend plus qu'une seule voix, c'est la voix des Houthis. Et on ne voit que leurs symboles. Et nous avons vu récemment, une institution religieuse a été constituée avec une seule composante pour émettre des fatwas qui vont dans un seul sens. La vérité est prise en otage et on plante les graines de la division dans la tête des enfants dès l'école à travers les nouveaux manuels scolaires. Malheureusement, ce manuel scolaire a été publié avec l'aide d'une agence onusienne. Et enfin, on peut dire que les conflits politiques peuvent être réglés à travers un règlement ou une réconciliation. Mais la dimension confessionnelle dans un conflit devient très compliquée à démanteler.